Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un long métrage du réalisateur américain Sam Peckinpah. Mais ici c'est particulier car il s'agit donc de Straw Dogs, Les Chiens de Paille, sorti en 1971, que j'avais déjà vu il y a plusieurs années. Ce fut mon premier Peckinpah, mais je l'avais donc visionné en mode gratuit, comme je le disais à l'époque, c'est-à-dire en sachant pertinemment d'avance que je ne ferais pas de vidéo dessus. Parce que je voulais voir d'autres de ces longs métrages préalables, ce qui maintenant est fait. Pas mal de vidéos à l'appui, à part ces deux premiers que j'ai quand même vus, mais je n'en ai pas fait donc de bafouilles ici face caméra. Et alors, Les Chiens de Paille un peu à part, mais pas à part, car ça se déroule en Angleterre, mais c'est du pur Peckinpah quand même. Dans le rôle principal, Dustin Hoffman, dans l'un de ses très grands rôles de cette époque, là, fin années 60-70, le monsieur a vraiment transformé en or tout ce qu'il a touché. Avec des œuvres comme celle-ci, c'était de toute façon une évidence. Et à ses côtés, dans le rôle de Amy, sa jeune épouse, Susan George, voilà, britannique alors, parce que c'est le seul américain du film, y compris dans le casting, hein, normalement en tout cas. S'il y en a des américains cachés là-dedans, ils ont un accent local, des Cornouailles, voilà, sud-ouest de cette île britannique. Il y a également Peter Vaughan, T.P. McKenna, voilà, qui était un peu plus âgé que les autres, hein. Même si le principal d'entre eux, c'est Dale Henney, qui joue l'ex d'ailleurs de l'épouse du personnage américain principal. On reconnaîtra Jim Norton peut-être, mais aussi David Warner, ouais, rôle particulièrement important, pourtant il n'est pas crédité, alors je sais pas. Il y a comme ça des films où David Warner n'a pas été crédité, je pense aussi à Scream 2, alors rien à voir, mais bon. David Warner, grand acteur britannique aussi, hein, bien sûr, qui a eu une très très belle carrière et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela. Alors évidemment, c'est un film d'une violence extrême, hein. Je ferai une zone spoiler pour les non-initiés, comme on dit, donc je préviens d'avance. Elle arrivera peut-être assez vite, mais on va d'abord poser le contexte. On va suivre donc David Sumner, jeune mathématicien ambitieux, ex-universitaire du coup, américain, qui vient donc s'installer avec son épouse britannique, Amy, dans l'arrière-pays anglais, sud-ouest, petit village des Cornouailles. Et il a envie de calme, donc ils sont ensemble dans la maison qui appartenait au père d'Amy. Sauf que justement, hein, le calme, il ne va pas vraiment le trouver pour se concentrer là sur des recherches très intello et très scientifiques. Déjà parce que, bon, il y a des choses à faire au niveau des travaux, ça aide pas, hein, quand vous voulez bosser tranquillement. Mais aussi sur place, il va pas du tout être accepté, notamment par l'ex-petite amie d'Amy, qui s'appelle Charlie Vanner, et ses amis, voilà, qui vont quand même aider hein, à retaper notamment le toit, là, les jeunes ouvriers. Hein. Et par connexion, il va se passer beaucoup de choses, forcément, dans cette non-acceptation-là. C'est un film qui va basculer en mode thriller profondément psychologique, terrible sur certains moments, voilà, restons vagues pour l'instant, et quasi dans le home invasion aussi, mais où est la maison? C'est un petit peu la question finale qui reste en suspens pour un Américain qui vient s'installer là où il n'est pas chez lui, mais quand même, il a son chez lui, son petit cocon personnel là. Et Amy, elle est chez elle, mais avec tout ça, on perd un peu on va dire, le sens de savoir où on est. Et le spectateur avec. Et le film s'ouvre littéralement un peu au flou là sur son générique, avec des enfants qui jouent dans un cimetière, ils font la ronde, avec un chien, voilà. Ça annonce déjà, oui, du Peckinpah pur jus, des enfants autour de la mort. Alors là, ici, ne torturent pas des scorpions, mais ils sont en mode ne respectant pas du tout le sacré, hein. Il y a cette idée-là, et c'est une scène d'emblée qui m'a fait faire un écho dans ma tête, même si c'est différent, c'est quand même une connexion avec l'immense The Wicker Man, sorti 2 ans après, donc en 1973. Alors ici, on n'est pas dans le mystique, on n'est pas vraiment dans le folk horror, même si sur certains points ça y glisse, hein, forcément, puisqu'on est dans le folklore local, et ça devient horrible pour quelques personnages. Mais voilà, donc forcément, vous savez peut-être que The Wicker Man est un de mes films préférés à la vie, cette ambiance-là. Mais Peckinpah, avec ses enfants qui sont directement là, la figure déjà perdue d'une innocence qui n'existe pas, ou qui n'a jamais vraiment existé. C'est le message du film, où nous avons des humains violents, quelles que soient leurs intentions. C'est pas spécialement manichéen non plus, mais on est quand même dans le négatif. Et c'est un peu pour tout le monde, le cas.
Voilà, dans les réactions, dans les non-réactions, dans les actes, même quand certaines personnes subissent, bizarrement, il y a des zones grises terribles, je trouve. Et même l'incarnation de l'innocence pure à travers, donc, bon, les gamins vite fait là, hein, mais aussi un personnage un peu simplé du village joué par David Warner, mais même ça, ça vole en éclats, et c'est d'une brillance dévastatrice, ça. Évidemment, il y a une scène pivot là, qui apparaît, on va dire, au premier tiers, hein, un peu avant la moitié du film, sur laquelle je reviendrai après, mais ça va très très mal se passer. Et déjà sur le plan cinématographique, la brillance pekempienne est là, c'est-à-dire cette gestion d'une violence qui se tisse de toute façon, presque de façon indicible au début, puis de façon lente. On voit comment ça commence à descendre vers l'impossible retour, si vous voyez, le point de non-retour va être franchi, et après, quand bien même on croit que non, c'est vraiment ça. Alors évidemment on n'est plus dans un contexte westernien à l'américaine, on est ailleurs, donc la ruralité britannique, mais quand même il y a de ça, il y a cette contamination de la violence qui est un peu partout, elle est déjà locale, il y a cet américain qui débarque, et dans cette idée là aussi peut-être qu'il ramène en son être malgré lui, sous une forme de lâcheté passive d'abord, hein, mais après par des actes presque forcé par la situation, il va ramener aussi une sorte de mal états-unien, voilà, qui de toute façon, c'est le mal humain global avec Peckinpah, et une forme de, pas de cynisme, mais voilà, de pessimisme, misanthropique peut-être, c'est un peu toujours ambigu avec Peckinpah, avec des gens qui sont perdus, et qui finalement n'agissent pas du tout avec le recul et l'humanité nécessaire. Moi j'aime beaucoup cette idée-là, déjà, comment nous présenter la situation. Évidemment, il y a des bases, hein, des gens qui n'aiment pas avoir un étranger débarqué sur place, mais c'est pas que ça. On voit que c'est un petit peu voilà, la communauté locale très soudée, mais même pas si soudée que ça, entre le rejeté social, là, donc un peu déficient mentalement, et aussi un ivrogne, là, l'oncle de je sais plus qui lui-même est en conflit, donc il y a quand même, de façon larvée, quelque chose de violent au sein de cet endroit qui a l'air vraiment, bon, dans cette violence toxique masculine aussi, mais quand même, il n'y a pas vraiment un seul corps. D'ailleurs, et plus tard, sur des scènes de violence pure, même là, il y a de la dissension qui va apparaître. Et vous avez le couple. Et l'anatomie du couple, là, est passionnante, parce que, bon, on a David, qui visiblement est déjà considéré un peu indirectement comme lâche, parce qu'il a abandonné quelque chose au niveau de l'université, comme s'il voulait fuir peut-être des responsabilités idéologiques ou politiques. Il y a quand même ça aussi, on ne sait pas trop, hein. Peut-être que ça a été un gars plus ou moins gauchiste qui ne s'est pas assumé, au contraire, justement, il a fui ça. Je peux essayer d'interpréter des choses, parce qu'on est quand même voilà, contre-culture en 1971, enfin pas si post que ça, comme s'il a fui quelque chose, hein, des combats locaux, notamment universitaires. Alors certes, il part sur des études très scientifiques, tout ça, mais tu vois que, bon, ça se confirme avec sa passivité absolue, où en fait, cette rancœur qu'il peut avoir sur le fait qu'il ne puisse pas travailler normalement, il va la rejeter de façon très lâche sur son épouse. Alors, c'est soft, c'est des disputes de couple, bon, mais on voit quand même qu'il ne respecte pas tant que ça celle qu'il a épousée, même qu'il y a des trucs malsains. Il y a une scène qui peut paraître anodine, mais qui annonce malheureusement beaucoup d'autres choses, c'est que voilà, à un moment, il la voit pour plaisanter comme une jeune fille de 12 ans. Oui, il y a ça, enfin, ça paraît presque une blague entre eux, mais c'est pas si... Voilà, c'est plus une femme-enfant pour lui, et t'as quelque chose là-dessus qui est dans l'ordre du déséquilibre dans cette relation-là, et Amy, la pauvre, elle est dans cet entre-deux-là. Elle a l'air d'aimer son époux, elle est revenue là, elle revient sur place. Elle est entre lui qui présente son avenir, son présent et son avenir, autre, et elle revient sur place, où elle va affronter son passé, notamment donc cette ex, qui semble toujours tenir à elle, et aussi le regard lubrique d'autres personnes. Mais alors Peckinpah là-dessus, il la joue vraiment de façon très... C'est dur quand même, hein. C'est un film qui peut avoir mal vieilli sur pas mal de points, mais bon, il y a plus de 50 ans. Hein. Mais il la montre aussi, Amy, très libre. C'est une femme libre, libérée, qui d'ailleurs s'est libérée de cette communauté un temps peut-être, voilà, en allant aux States, elle a rencontré ce monsieur, hop, elle est sortie un peu de ce délire-là, mais elle est présentée comme quelqu'un qui ne fait pas forcément, on va dire, elle n'a aucun complexe par rapport à son corps. Je reste vague là-dessus, mais la première fois qu'on la voit, déambulant dans les rues du village, elle est tranquille, voilà, c'est une femme qui a pris son émancipation, mais elle revient là où peut-être que c'était plus compliqué avant. Et par exemple, elle n'a pas de soutien-gorge. Il y a un gros plan dessus, il y a un regard masculin, mais c'est un point de vue d'un des gars du village. Il y a cette idée-là, c'est toxique.
Mais le problème, c'est que c'est ça aussi qui va créer pas mal de désagréments. Hein, ces hommes toxiques-là qui voient pour eux là, une proie. Hein. En plus, on parle de chasse et d'expossession pour le petit ami. C'est terrible parce qu'il y a même les enfants qui regardent après avoir joué dans le cimetière. T'as un jeu là-dessus qui montre que de toute façon il y a un jeu de contamination par la violence qui va se confirmer de toute façon jusqu'au bout avec ce crescendo. Ça va être de plus en plus terrible, quoi. Même dans ce bar, enfin voilà. Et c'est une magnifique idée là-dessus, même si c'est évidemment difficile à voir, encore plus difficile à voir, c'est presque dès le début pour nous préparer à ce qui va se passer après. Et bien sûr, le travail sur le montage, ça c'est du Peckinpah pur jus. Alors, c'est pas le même monteur que sur La Horde Sauvage, je crois d'ailleurs plusieurs monteurs là, qui sont crédités, c'est très étrange. Mais oui, il y a ces moments un peu alternés, montage par fragmentation, après des moments un peu plus lents pour balancer la violence frontalement. Que ce soit d'ailleurs, des fois, bon, il y a une scène, un moment où il y a le mari à la chasse et il se passe quelque chose au niveau de sa femme. Ça en est terriblement ironique, j'y reviendrai après dans la zone spoiler qui va pas tarder. Mais il y a quasiment des moments de flash quand il y a des actes de violence ou les traumas derrière qui rejaillissent. Et ça, c'est vraiment le cinéma de ce metteur en scène qui a cette patte-là, qui est le meilleur, je pense, de cette génération-là, mais même globalement dans l'histoire du cinéma, à montrer sur le plan formel la tonitruance et l'horreur de ces violences, voilà, humaines, de ce qui peut se passer, des tueries, quand il y a des morts dans le film, parce qu'il y a des morts, hein, ça part quand même un peu en quasi faux spectaculaire, il y a quelque chose là-dessus, mais ça on l'avait vu dans ces films précédents, hein, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Puis alors, spoiler, hein, allez, on va y aller, la scène du viol, oui, parce que Amy se fait violer par son ex, et un des amis de son ex, après, alors là, c'est une double dose de toxicité. Psychologiquement, c'est dur à voir. Mais Peckinpah décide d'aller dans la zone grise. Et c'est dérangeant, hein, mais c'est volontairement dérangeant aussi pour le spectateur et pour la réflexion derrière. Amy donc se fait voilà, hein, agresser littéralement. Et une fois que l'acte se consomme, elle semble prendre du plaisir. Mais moi, je dirais pas ça. Je pense que ça la reprojette dans un passé où il y a une forme de connexion maladive par rapport à ce qu'elle a vécu avant, et c'est terrible en fait. On voit qu'elle est dans cet entre-deux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tiré un trait sur le passé, alors elle n'a pas fini à ce qu'elle a vécu avant, comment a-t-elle fui, etc. Et là elle retombe dedans, et moi je trouve ça mais profondément triste, voilà, profondément triste. Et en parallèle, donc, il y a David qui a été invité à la chasse, là, et qui se retrouve un peu tout seul, il est abandonné par les autres, et pour cause, hein, il y en a deux d'entre eux qui... Hein, et on le voit avec son fusil un peu passif, encore une fois, un petit peu comme s'il avait le pénis à l'air, enfin, il y a ce symbole phallique là, et quand il va tirer son coup, l'acte sexuel de viol se termine pour le premier, et puis après ça va repartir dans une violence encore plus gratuite, même si la précédente l'était tout autant, mais là il n'y avait même plus d'histoire d'ex, etc., avec le compagnon, là, enfin le pote de machin, là, enfin bon bref, voilà. Et c'est là où c'est, d'ailleurs, c'est même plus de l'ambivalence à ce niveau-là, c'est vraiment l'horreur absolue et le mal humain total. Et donc cette idée qu'à un moment il va tirer son coup, David, mais lui en abattant, en se connectant avec la mort pour la première fois en tuant un oiseau. Après, bah oui, parce qu'il n'a jamais vu de mort, il n'a jamais été confronté à la mort. Il y a ce discours à un moment, enfin ce dialogue qu'il a avec un des Britanniques locaux qui a la vision américaine des gens qui ont côtoyé la mort et même qui ont tué des gens partout. Parce que c'est ça l'Amérique, la violence. Ah là là, est-ce que c'est vrai que les Noirs se sont tapés dessus? Est-ce que c'est vrai, vous avez déjà tué? Vous avez déjà connu la mort? Et David, il répond, bah non. Non, lui c'est un intellectuel qui pas du tout... Mais en fait, il va être remis à cette condition de stéréotype qu'on peut avoir chez les Américains. Et il va le devenir vraiment américain. En fait, dans ce film, il devient pleinement américain, mais de la façon la plus négative possible, en défendant son territoire, qui n'est pas le sien. Et là, on est dans cette ambiguïté-là. Alors après, il se passe pas mal de choses, voilà. Il y a cette histoire donc du simplet du village qui va, alors lui aussi dans l'innocence absolue, par erreur, étouffer celle qui vient le séduire. C'est là aussi, tu vois, vous voyez, je vous parle à vous derrière la caméra, mais où même lui va commettre un acte horrible, contaminé mais par erreur, mais quand même il y a une contamination globale. Il y a cette idée aussi d'animalité, hein, parce que les chiens de paille, bon, qui sont les chiens de paille? Ces chiens plus qu'humains, oui. Il y a un chat qui est tué, et ils vont balancer des rats à la fin, donc là aussi cette idée. L'animalité chez Peckinpah, oui, et pas que avec les scorpions ou les fourmis dans les films précédents. Là on y est en pleinement. Et donc après ça va de mal en pis. Amy d'ailleurs ne dira jamais vraiment à son mari qu'elle a été violée, il y a des sous-entendus. La passivité, la lâcheté, ça revient. Mais même
quand il ne sait pas, de toute façon, il n'était pas là. C'est-à-dire que même le destin rappelle qu'il est lâche, et que c'est comme ça qu'elle subit, qu'elle a subi, qu'elle resubit, et qu'elle subit toujours, en fait. Hein, même ce mariage, il n'est pas vraiment positif, on le sent. Et arrivé au bout, bon, bah, par truchement de connexions, d'intrigues et de péripéties qui s'enchaînent, ils vont récupérer donc le couple, ils vont fuir la fête du village, forcément, elle a un trauma, elle ne peut plus. Ils vont récupérer donc le simplet qui se retrouve là, qui va être renversé par erreur, ils vont le retrouver, ils vont le récupérer chez eux, et la vindicte populaire vient rendre justice, quand bien même cette vindicte populaire ne sait pas dans un premier temps qu'il l'a tué par erreur, il a été tué par erreur. La jeune femme s'appelle Janice là, mais ils veulent récupérer, le rejeter déjà de la communauté pour s'en prendre à lui, et donc voilà, c'est chacun chez soi ou pas. Eux, là, dans leur communauté, ils sont chez eux, ils viennent faire ce qu'ils veulent, home invasion. David, lui, il défend son territoire, sa maison, comme un bon Américain avec ses armes à feu de la NRA dans certains territoires aux States. Et c'est là, le mal contre le mal, tout le monde assume son mal absolu, tout le monde, et la seule qui a été innocente dans le film jusqu'ici, Amy, victime et innocente, mais elle-même va porter le dernier coup de fusil. Voilà. Alors que dans ce marasme de violence absolue, incontrôlée, même les gens de la communauté se tuent entre eux. Quand je parlais tout à l'heure de dissension interne, ou par erreur ou pour volontairement, par exemple, Lex, donc le premier violeur, on va l'appeler comme ça, Charlie, va tuer celui qui avait reviolé et qui voulait la revioler là. Oui, mais bon, de toute façon, t'es quand même dégueulasse. Alors, tu tues quelqu'un que tu juges dégueulasse. Les zones de gris sont terribles, mais on est dans cette violence-là. Et même David, voilà, à la fin, bah oui, il est plus lâche, il est plus passif, il est très actif à la fin, mais il est très actif en décalage, en retard, c'est trop tard, mais il agit dans la violence. Cette idée-là est terrible, et puis même Amy, hein, d'ailleurs, elle tire sous le conseil de son mari. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de point de non-retour, tant que t'es si bien qu'à la fin, ils sont tous morts, là, presque. Le jeune, celui qui jouait par David Warner, qui était plus très jeune déjà à l'époque, mais bon, le simplet, là, est ramené chez lui par David. C'est un peu ubuesque, non, il pense à le ramener chez lui, bon, après ce carnage, il laisse Amy seule, hein, au cas où il y en a qui est survécu, elle pourrait resubir, mais bon, vous voyez, là encore, la terrible situation, et, bon, évidemment, là, le personnage, je sais plus comment il s'appelle, là, Henry, voilà, de David Warner, dit, je ne sais plus où est chez moi, j'ai vu l'expression finale, là, je crois, I don't know my way home, ou quelque chose comme ça, et vous avez David qui dit, moi non plus. Voilà, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'endroit, there is no place like home, certains diraient, non, on est loin du magicien d'Oz, là, c'est l'inverse. There is no home. David, il n'est pas chez lui ici. Alors, on peut imaginer qu'il ne pourra que rentrer, évidemment, aux États-Unis, mais est-ce que sa femme va le suivre ou pas, vu ce qui s'est passé? Et bon, bah, le pauvre Henry, il n'a jamais vraiment eu de chez lui. Enfin, cette terrible-là, réalité des choses, il n'a jamais été chez lui, marginalisé à fond par sa condition. C'est du Nord, voilà. Et puis voilà, évidemment, la fin, c'est la voiture qui s'enfonce dans la nuit obscure du générique final, bien sûr. Bon, il y a plein de choses qui seraient analysables autrement et pleinement sur d'autres scènes, sur d'autres détails, mais voilà ce que j'ai à dire. C'est un grand film, mais sur certains points, il y a des choix que Peckinpah a fait. Je crois il y a aussi David Zelig en tant que scénariste. David Zelig, Goodman, ils sont deux. C'est adapté dans un roman, d'ailleurs. Tiens, ce serait intéressant de voir le roman. À quoi il ressemble d'ailleurs, The Siege of Trencher's Farm. Ça parle du siège final, plus dans le titre du roman. Ce serait intéressant de voir ce qu'a gardé Peckinpah, ce qu'il a fait évoluer, ce qu'il a voulu approfondir. Parce que voilà, moi ça me titille. On voit son cinéma là, mais quand même. Bref, je ferme la zone spoiler. Voilà, c'est un grand film, mal aimable sur certains points, hein, mais un grand film, Les Chiens de Paille. Ça annonce pas mal de choses, c'est-à-dire que pour l'époque c'était un peu nouveau, hein, comme violence absolue. Je crois que la même année on a Les Proies, que j'ai déjà vu, mais je n'ai pas fait de vidéo, tiens, un peu comme... Même point d'ailleurs que sur Les Chiens de Paille, c'est un hasard, je ne sais pas, il y a eu Délivrance, là j'en ai parlé il y a un bon moment sur la chaîne, dans une vidéo qui va être très moyenne, voire médiocre, parce que bah, je n'ai pas assez en profondeur à l'époque, c'est comme ça. Évidemment j'ai parlé de The Wicker Man pour certaines choses, c'est des films comme ça qui pose la question sur des communautés humaines qui vont tellement rejeter ceux qui débarquent que ça peut très mal se terminer, sur des croyances, sur des étroits liens qui ne veulent pas accepter, tolérer ce qui est différent à leurs yeux au sens large, ou qui viennent d'ailleurs, les menacer, entre guillemets.
Mais là, je trouve que c'est encore autre chose, dans un sens où il y a des nuances de gris et du mal partout. Voilà. Il n'y a pas de vrai innocent, il n'y a pas de faux, comme le personnage d'Edward Woodward dans The Wicker Man, du flic là. Non, là, je crois que lui aussi peut être victime dans The Wicker Man de sa trop grande croyance et sa fermeture d'esprit à sa façon, donc finalement il y a un peu de ça. Mais voilà, ici, non. Là, finalement, tout le monde finit par basculer, la contamination se fait totale jusqu'au bout, et c'est une œuvre importante du cinéma mondial, mais américain qui va au Royaume-Uni. Il y a cette idée de terrible lien entre les deux pays, bien sûr, on connaît dans l'histoire, par rapport évidemment à l'indépendance américaine, mais depuis, les Américains ont quand même aidé les Britanniques et l'Europe pour les libérer du nazisme, etc. Donc il y a toujours cette idée-là de bascule ici qui est dans le gris absolu, mais bon, la violence humaine, elle est pleine et toujours frontale avec Peckinpah, que ce soit donc dans ses thématiques ou sa mise en scène formelle, et tout va très bien ensemble. Serait ça l'un des meilleurs Peckinpah? Probablement. La Horde Sauvage, celui-ci, bon, dans des styles parallèles et différents, mais dans la même obsession. Je vous laisse seul juge, vous, en commentaire, ce que vous avez à dire sur ce film, que vous l'avez vu plusieurs fois, encore plus, que vous l'ayez analysé ou non. N'hésitez pas d'ailleurs voilà, à apporter votre pierre à l'édifice ici par rapport à cette vidéo, qui reste en impro, voilà, avec juste du Wikipédia sous les yeux, là, et des souvenirs très récents, là, au moment où je fais le tournage, puisque je l'ai vu, voilà, 20-30 minutes avant de lancer. Ici, ce blabla. Donc, je vous attends là-dessous, évidemment, me corriger, apporter d'autres précisions et profondeur, bien évidemment, et j'échangerai avec vous en vous disant à la prochaine. Ciao!